Aujourd'hui, nous allons parler de la cinquième maison, mais pas comme vous avez probablement l'habitude d'en entendre parler. Parce qu'on va commencer par regarder ce qu'Internet en a fait. Le plaisir, la créativité, l'amour, les enfants, le jeu, le rayonnement, l'enfant intérieur. Puis, je vais faire quelque chose que j'avais fait déjà dans une précédente vidéo, c'est que je vais d'abord essayer de défendre la vision que les gens ont de cette maison. Parce qu'on va essayer de comprendre pourquoi elle est aussi séduisante, cette vision, pourquoi elle paraît aussi logique et pourquoi elle fonctionne si bien en fait sur notre expérience personnelle. Et ensuite, je vais commencer à poser quelques questions qui vont mettre beaucoup mal à l'aise. Qu'est-ce qu'on appelle réellement plaisir? Qu'est-ce qu'on appelle réellement création? Où s'arrête l'amour et où commence l'union, notamment par rapport aux comparaisons à la septième maison? Et aussi, pourquoi, par exemple, les enfants appartiennent-ils à cette maison? Et surtout, qu'est-ce qui permet réellement de déduire toutes les significations qui sont associées à cette maison? Et nous reviendrons ensuite aux sources, à la tradition, à la structure des maisons et à la manière beaucoup plus rigoureuse, finalement, d'organiser la cinquième maison et toutes les autres. Donc, je vous proposerai notamment les 5 fonctions pour ne plus apprendre cette maison comme une interminable liste de mots-clés, la liste IKEA. Et nous terminerons par une question essentielle, finalement. Qu'est-ce qu'on peut réellement faire d'une cinquième maison quand on ouvre un thème de naissance? Bref. Donc, aujourd'hui, on ne va pas simplement apprendre ce que signifie la cinquième maison. On va enquêter sur la manière dont nous avons appris à lui faire dire tout et n'importe quoi. Bienvenue sur Astro by Gis. Donc avant de parler d'astrologie, j'ai fait quelque chose que j'avais déjà fait pour ma récente vidéo sur la 12e maison, l'actualisation. J'ai d'abord regardé ce que les gens racontent. Parce que j'ai essayé de ne pas partir de ce que j'en pense, de ce que je sais et de ce que disent les textes anciens finalement, les textes fondateurs. Et en fait, j'ai regardé Internet, donc plusieurs formats, les vidéos, les articles, les commentaires que vous laissez, les questions que les gens posent spontanément, les réponses qu'ils se donnent d'ailleurs entre eux, notamment sur les forums, et les mots que vous utilisez. Et surtout, j'ai regardé ce que vous faites en fait finalement de la cinquième maison. Donc quand vous cherchez aujourd'hui cinquième maison, maison 5 du moins en astrologie, vous allez retrouver encore et encore à peu près les mêmes mots. On vous dit que la cinquième maison, c'est le plaisir, la créativité, l'amour, la romance, les enfants, les loisirs, les jeux, les passions, l'expression personnelle, la joie, la spéculation, le rayonnement, l'enfant intérieur. Et parfois, on vous dit aussi que la cinquième maison, c'est la sexualité, les projets, les talents, la confiance en soi, l'estime de soi, la transmission, la bonne fortune. Et donc, forcément, à un moment, j'ai eu envie de poser une question toute bête, parce que moi, je me considère pas comme particulièrement brillante. C'est que finalement, qu'est-ce qui fait que toutes ces significations vont ensemble? Parce que les enfants, la spéculation, les jeux, la romance, la créativité et le plaisir, qu'est-ce qui les relie? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les astrologues cherchent eux aussi à relier tout ça, parce que j'ai regardé les contenus qu'on vous fait de personnes qui se positionnent comme figures d'autorité sur YouTube francophone. Oui, j'ai regardé tout ce qui a Maison 5 dans un titre. Et en fait, je me suis rendu compte que certains ne se contentent pas, effectivement, de toujours vous faire une liste IKEA. Ils cherchent un principe. Par exemple, chez certains astrologues francophones, on va retrouver comme quelque chose la cinquième maison, quelque chose comme du moins la cinquième maison dit ce que j'aime. La maison 5 devient ce que j'aime, ce qui me plaît, ce qui me passionne, ce que je crée. Et derrière, en fait, il y a l'idée j'aime, puis je crée, puis je m'affirme et donc je rayonne. Chez d'autres, c'est encore différent. On part finalement de la création. Donc, je crée quelque chose qui vient de moi. Je découvre que je suis capable de créer et donc je développe une sorte d'estime finalement de moi et cette estime de moi me permet ensuite d'aimer et le fait que je m'aime me permet de prendre du plaisir et le fait de prendre du plaisir me permet de créer encore. Et chez d'autres, la cinquième maison devient essentiellement finalement l'expression créative et joyeuse du soi.
Donc la créativité, l'expression personnelle, le plaisir, l'amour, les jeux, le rayonnement et l'enfant intérieur, évidemment. Et je sais pas si vous voyez, mais les significations se ressemblent. Mais en fait, le principe qui est censé les relier, c'est pas toujours la même chose. Et puis, il y a les gens. Donc, je suis allée regarder les commentaires parce que les commentaires, c'est passionnant. Moi, c'est ce que je préfère. Parce qu'en fait, les gens ne demandent pas, en fait, dans les commentaires, qu'est-ce que signifie la cinquième maison. Ils essayent directement de l'utiliser pour comprendre leur vie. Par exemple, il y a quelqu'un qui a demandé, est-ce que la cinquième maison influence le partenaire de vie, enfin les choix de partenaire de vie, alors que ça représente, et ça représente aussi la romance, ou alors est-ce que c'est la septième maison qui est la meilleure manière de trouver notre partenaire de vie, on va dire, allez, le meilleur. Et donc, on n'est plus finalement dans que représente la cinquième maison, on est vraiment dans est-ce que cette maison peut m'expliquer pourquoi j'ai choisi cette personne. Et donc il y a quelqu'un qui lui répond, la cinquième maison vous fait tomber sur le charme, alors que la septième maison vous maintient dans la relation. Et je sais que c'est extrêmement séduisant comme réponse parce que ça raconte une histoire. La cinquième maison, c'est l'étincelle, et la septième maison, c'est ce qui reste. Après l'étincelle, évidemment, parce que ça finit par s'éteindre. C'est comme un petit pétard, vous voyez. Bon, allez, un feu d'artifice. Et donc, il y a d'autres personnes qui vont, par exemple, demander la cinquième maison, ce sont les étincelles, le petit bois qui permet de créer la flamme, alors que la septième maison, c'est la cheminée qui brûle régulièrement et vous regarde au chaud. Alors, c'est magnifique, hein. Vraiment, je m'amuse. À l'été, là, vraiment, j'adore. Parce que, alors, c'est vrai que je suis un peu sarcastique, mais en fait, c'est précisément pour ça que je sais que ces explications fonctionnent, parce qu'elles sont cohérentes. Elles racontent quelque chose que nous comprenons finalement immédiatement. Mais les gens posent aussi des questions sur les enfants, en fait. Par exemple, il y a quelqu'un qui dit la cinquième maison devient presque plus qu'une maison des enfants. C'est, par exemple, quelqu'un qui a demandé, est-ce que le maître de la cinquième maison peut expliquer pourquoi quelqu'un veut des enfants? Et là, vous avez un glissement assez intéressant parce que finalement, on part de la cinquième maison est égale aux enfants. On passe par la cinquième maison, c'est le désir finalement d'avoir les enfants. Et il y a même des gens qui vous disent que la cinquième maison, c'est égal au rapport à la parentalité. Et il y a des gens qui vont encore plus loin. Ils veulent que tu leur expliques si la cinquième maison, ça parle du premier enfant, de sa personnalité, le type d'enfant que ça sera. Et certains commentaires vont effectivement jusqu'à là. Et puis, il y a une autre question, c'est finalement la cinquième maison, le noyau productif et expressif du natif, du pur divertissement ou une sorte de septième maison version light. Vous savez, comme Coca-Cola. Et donc, je trouve que c'est formidable parce que la question montre quelque chose d'assez simple, c'est que même les personnes qui connaissent déjà l'astrologie ne savent pas toujours, en fait, exactement comment définir cette maison. Elles savent ce qu'on lui attribue, mais la définition profonde reste floue. Et d'ailleurs, dans cet épisode, vous pouvez aller directement au passage qui vous intéresse. Si vous trouvez ça trop long, je pense que ça va être trop long. Et puis, il y a les réponses qui finissent par s'empiler. Quelqu'un répond, par exemple, l'innocence, la libre expression de soi, la créativité, l'espièglerie, la capacité à se détendre et à se ressourcer. Et puis il y a d'autres qui disent, si la septième maison est votre relation aux autres, la cinquième maison est votre relation à vous-même, à vos intérêts et à votre propre joie. Et puis il y a quelqu'un qui lui répond, donc avoir le Capricorne à cinquième maison explique pourquoi j'ai autant du mal à me détendre. Et en une réponse, finalement, on vient de passer à la cinquième maison est égale au jeu et au plaisir, à la cinquième maison, c'est la psychologie personnelle. Et ensuite, le signe de la cinquième maison, c'est le comportement psychologique. Et à ce stade, je ne fais pas de conclusion. J'observe, c'est tout. Et vous savez que Ghislaine sait observer. Et puis, il y a aussi cette phrase, en fait, du coup, la création. C'est pour ça que les enfants, ils sont associés à la cinquième maison.
Et puis il y a quelqu'un qui lui dit, ah non, non, la cinquième maison, finalement, c'est quelque chose que vous aimez faire, que les autres pourraient ne pas comprendre. C'est ce que vous aimez faire sans avoir besoin que ce soit pratique. C'est ce qui vous apporte de la joie. Et puis cette personne oppose la cinquième maison à la septième maison en disant ceci. La maison 7, ce sont les relations avec quelqu'un d'autre qui comportent une forme de lien, d'engagement et de formalité. Et donc, encore une fois, on est dans la théorie. On a une distinction et on a une logique. Et il y a d'autres qui disent, finalement, la cinquième maison, elle parle essentiellement du plaisir. Et j'ai lu un article qui était totalement construit autour de cette idée que la maison 5, c'est le plaisir, le jeu, les enfants, la sexualité et la création. Et donc, la manière de jouer enfant et la manière de jouer adulte. Et d'ailleurs, l'auteur a écrit que la maison 5, c'est la manière dont vous jouez et la manière dont vous jouez adulte, dont vous jouez enfant et dont vous jouez adulte. Et la maison devient presque une sorte de théorie générale du jeu. Et en France, on retrouve la même recherche finalement d'un principe, c'est-à-dire que chez certains astrologues francophones spécialisés très connus, vous allez voir les mêmes mots qui reviennent toujours. Créativité, plaisir, expression personnelle, amour, enfant, jeu, rayonnement. Et certains vont quand même essayer de les organiser parce que chez certains, ça voudra dire j'aime, donc je crée, donc je rayonne. Chez d'autres, ça voudra dire je crée, je découvre ma valeur, donc je m'aime. Du moins, je finis par m'aimer. Et chez quelqu'un d'autre encore, ça peut devenir je crée, je m'exprime et je prends plaisir à être moi-même. Et je sais pas si vous voyez le mouvement parce que la cinquième maison, finalement, ça devient un psychologue du jeu. Je crée, je m'aime, je joue, je m'exprime, je prends plaisir, je découvre ma valeur, je tombe amoureux, je crée un enfant, je crée une œuvre, je crée un projet. Et c'est là que le phénomène a commencé à m'interpeller parce que finalement, à force de vouloir unifier toutes les significations, on finit par transformer finalement une maison astrologique en théorie de l'épanouissement personnel. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en commentaire, les gens continuent à chercher des réponses très pratiques, très concrètes. Les gens demandent, par exemple, est-ce que ma cinquième maison explique pourquoi je veux des enfants? Est-ce qu'elle explique les personnes qui m'attirent? Est-ce que ma maison 5 explique ma façon d'aimer? Est-ce qu'elle explique pourquoi j'ai du mal à me détendre? Est-ce qu'elle explique ma créativité? Est-ce qu'elle explique mon premier enfant? Est-ce qu'elle explique pourquoi je tombe amoureux? Et donc là, une maison qui représentait initialement un certain nombre de domaines, finalement commence à expliquer des événements, des comportements, des préférences, des motivations, des relations et des stress psychologiques. Et c'est là que je me suis arrêtée parce que je voulais pas répondre parce que vous me savez, je sais défoncer les trucs sur Internet. Je voulais encore observer parce que observer, c'est la première étape de mon travail. Et je me suis rendu compte que finalement, on a fait en sorte qu'une même maison, ou du moins renvoie constamment à des significations qui reviennent. Le plaisir, la créativité, l'amour, les enfants, le jeu, l'expression de soi, la joie, la passion, la spéculation, le rayonnement. Et en fait, plusieurs manières d'expliquer pourquoi cela appartient ensemble, en fait. Pour certains, c'est le plaisir. Pour d'autres, le mot central, c'est la création. Pour d'autres, c'est l'expression de soi. Pour d'autres encore, c'est l'estime de soi. Pour d'autres, c'est le rayonnement. Et d'autres, c'est le jeu. Et donc, peu importe le format du contenu, la langue dans laquelle on les prend, parce que j'ai pris en anglais, en français et en espagnol, puisque j'ai évolué un peu en espagnol ces derniers temps, je me suis demandé, en fait, comment est-ce que nous sommes arrivés on est arrivé en fait à faire en sorte que des gens qui ne parlent même pas les mêmes langues, qui n'utilisent pas les mêmes supports pédagogiques, arrivent tous à la même conclusion. En fait, qu'est-ce qui est la base? Qu'est-ce qui rend aussi ces explications séduisantes? Parce que je pars du principe que si je veux vraiment comprendre une croyance, je ne peux pas juste commencer par l'attaquer. Je dois d'abord comprendre pourquoi elle fonctionne, pourquoi est-ce qu'elle paraît logique, donc je fais un pas vers vous, et pourquoi les gens s'y reconnaissent. Et donc, c'est ce qu'on va faire. J'ai fait un exercice qui est assez douloureux pour les gens qui maîtrisent leur sujet, c'est que j'ai essayé de prendre les choses d'Internet au sérieux. Donc, je vais essayer de construire, là tout de suite, le meilleur dossier possible en faveur de la cinquième maison, telle qu'on vous la présente aujourd'hui sur Internet. Parce que si je veux démonter une idée, je dois d'abord être capable de la défendre correctement. Donc, allons-y.
Pourquoi est-ce qu'on vous dit que la cinquième maison parlerait de plaisir? Parce que c'est une maison qui est associée à ce qui nous réjouit, à ce que nous faisons spontanément, à ce qui nous amuse, à nos loisirs, à nos passions, à ce qui nous donne envie. Et puis il y a la créativité. Ça paraît logique. Quand je crée quelque chose, je produis quelque chose qui vient de moi. Je l'exprime, je le mets dehors et ça peut me procurer du plaisir. Et donc la création est transformée en expression et finit par le plaisir. Et en ce qui concerne les enfants, là encore, ça peut sembler extrêmement logique parce qu'un enfant, c'est une création. C'est le produit littéralement d'une création. Et donc quelque chose finalement qui vient de nous, moi et quelqu'un d'autre, et qu'on finit par mettre au monde. Et donc la création, et s'est transformée en procréation, et ça a donné des enfants. Et en ce qui concerne l'amour, là encore, finalement, qu'est-ce qui est plus plaisant que de tomber amoureux? Enfin, je vous dis, les papillons dans le ventre, l'excitation, l'anticipation de le ou la revoir, le désir, la séduction, le flirt, bref, les débuts, quoi. Enfin, cette espèce de période où, en fait, la vie paraît plus belle, on est plus vivant, on est plus beau parfois, et tout a l'air plus intense, tout va plus vite. Et donc la cinquième maison devient naturellement la maison de la romance. Et puis la septième maison arrive finalement comme une suite logique pour officialiser, contractualiser et engager. Et on a même cette jolie formule que j'ai trouvée sur Internet, que je trouve exceptionnelle. La cinquième maison, c'est l'étincelle, et la septième maison, c'est la cheminée. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau! Et je sais que ça fonctionne très bien pour vous raconter des histoires parce qu'on aime les images, on est réceptif. On aime les choses qui nous évoquent quelque chose tout de suite. Et la cinquième maison, aussi, certains disent, ça parle de l'enfant intérieur. L'enfant qui joue, l'enfant qui crée, l'enfant qui cherche le plaisir. Et donc, adulte, la cinquième maison représenterait notre capacité à retrouver cette spontanéité, notre capacité à jouer, à nous amuser, à créer, à retrouver cette partie vivante de nous-mêmes. Et puis, il y a le rayonnement. La cinquième maison serait ce que nous faisons avec le cœur, ce que nous aimons, ce que nous voulons exprimer, ce qui nous rend fiers, ce qui nous permet finalement de montrer quelque chose de personnel. Et donc, comme je crée, je finis par m'exprimer, et comme je m'exprime, je rayonne, et je rayonne, et donc je prends confiance. Et si je prends confiance, j'augmente mon estime de moi, et si j'ai une bonne estime de moi, je peux mieux aimer, et si je peux mieux aimer, je peux créer. Et si je crée, je peux avoir des enfants. Et si j'ai des enfants, vous avez capté. Et je ne sais pas si vous voyez où ça nous mène. C'est-à-dire qu'on vient de fabriquer une théorie finalement exceptionnellement... quel serait le mot? Élégante. Et la théorie devient tellement élégante qu'elle finit par donner l'impression d'être vraie simplement parce qu'elle a cette élégance. Et donc maintenant, regardons un peu plus ce que cette théorie finalement permet de faire. Parce que si je vous dis, la cinquième maison représente ce que vous aimez, ce qui vous procure du plaisir, ce que vous créez, votre expression personnelle, votre créativité, vos passions, vos amours, vos enfants, votre joie, votre capacité à jouer et votre rayonnement, vous allez probablement trouver quelque chose qui correspond. Hein. Évidemment, vous êtes des humains. Vous aimez des choses... vous n'aimez pas certaines choses, vous avez probablement déjà été amoureux, vous avez des loisirs, vous avez créé quelque chose, vous avez eu des moments de plaisir, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être des projets et vous avez peut-être une envie de créer quelque chose et vous ne l'avez jamais fait. Donc vous avez une vie, quoi. Donc oui, cette théorie peut facilement rencontrer votre expérience. Et c'est pour ça qu'elle est séduisante. Mais maintenant, je vais commencer à vous enquiquiner un tout petit peu. Parce que jusqu'ici, je vous ai donné le meilleur dossier et j'ai été sympa. Maintenant, je vais faire ce que je vous ai promis. Avant de défoncer l'hypothèse, on va la tester. Vous me connaissez, on va commencer doucement. Et je vais vous poser des questions parce que pour moi, une théorie qui utilise beaucoup de mots doit être capable finalement de nous dire aussi, sans métaphore, sans image, précisément ce que chacun de ces mots veut dire. On va prendre le premier mot, plaisir. Qu'est-ce que c'est que le plaisir précisément? Est-ce que finalement c'est ce qui
me fait du bien. Bon, est-ce que tout ce qui me fait du bien appartient à la cinquième maison? Imaginons que quelque chose me fasse du bien pendant 10 minutes. Et comparons-le à quelque chose qui me fait du bien pendant 20 ans. Est-ce que c'est la même chose? Et si quelque chose me procure du plaisir mais me détruit, est-ce que c'est toujours du plaisir? Si quelque chose ne me procure aucun plaisir mais que je le fais quand même, est-ce que cela sort du coup du cadre de la maison 5? Si mon travail me fait prendre du plaisir, comme moi là en ce moment pendant que je vous parle, est-ce que du coup mon travail devient automatiquement ma maison 5? Et si je prends du plaisir dans mon couple, du coup, est-ce que c'est la cinquième maison ou c'est la septième maison? Et si je prends du plaisir dans ma sexualité, est-ce que c'est la cinquième maison ou c'est la huitième maison? Ou est-ce que c'est autre chose? Et si je prends du plaisir à apprendre, est-ce que du coup c'est ma troisième maison, ma neuvième maison ou la cinquième maison? Et si je prends du plaisir à manger, est-ce que c'est du coup la deuxième maison, la quatrième maison ou la cinquième maison? Ou peut-être que c'est les trois en fait. Et en fait, à partir de quel moment le mot plaisir devient suffisamment précis pour constituer une signification astrologique? Maintenant, prenons la créativité. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est peindre, c'est écrire, c'est faire de la musique, écrire des chansons? Est-ce que c'est cuisiner, chanter, créer une entreprise, élever un enfant, construire une maison, faire du jardinage, résoudre un problème mathématique, créer une stratégie commerciale, ouvrir un logiciel, inventer une théorie, organiser une soirée, créer un meuble, créer une relation, créer une vie? En fait, à quel moment une activité devient-elle suffisamment créative pour appartenir à la cinquième maison? Et surtout, si tout ce que l'être humain produit peut être appelé une création, qu'est-ce qui ne rentre pas dans la définition? Parce qu'en fait, si le mot création englobe toute production humaine, ça signifie plus grand-chose en fait. Maintenant, prenons l'expression personnelle. Je trouve ça magnifique. Combien de fois j'ai vu ça? La cinquième maison, c'est l'expression personnelle. Bon, pourquoi pas? Mais quelle maison ne participe pas à l'expression personnelle? Parce qu'il y en a 12. Quand je parle, quand je travaille là comme là, quand je construis, quand je voyage, quand je me marie, quand j'élève un enfant, ma fille là, Odalie, quand je signe un contrat, quand je me dispute avec une cliente ou un prospect, quand je recadre des gens dans les commentaires qui disent n'importe quoi, quand je crée, quand je fais une erreur, quand je m'excuse, quand je prends une décision, en fait, à tout moment, il s'agit de moi. Donc pourquoi faudrait-il appeler tout ça cinquième maison? En fait, qu'est-ce qui me permet de faire la différence? Pourquoi la 11e maison n'est pas plus mon expression personnelle que la cinquième maison? Maintenant, parlons de l'amour. Parce qu'on vous dit sur Internet que la maison 5, c'est la romance et la maison 7, c'est le couple. Bon. Restons juste concentrés sur la romance vs le couple, car j'ai envie que vous me donniez la frontière. C'est vous qui allez le faire. Parce que à quel moment la romance s'arrête? Et à quel moment est-ce que le couple commence? Expliquez-moi. Est-ce que ça commence au premier regard? Ça commence au premier baiser? Ça commence au premier rapport sexuel? À la première déclaration? Au moment où on se considère comme ensemble? Quand on vit ensemble? Quand on se marie? Quand je rencontre le frère ou le père? Quand on signe quelque chose? Et si deux personnes sont ensemble pendant 20 ans mais continuent à flirter, on fait comment? Est-ce que c'est la 5e maison ou c'est la 7e maison? Bon, maintenant, imaginez que les deux personnes ne se marient jamais, mais que la relation dure longtemps. Est-ce que la relation reste toute leur vie dans la 5e maison ou ça bascule? Et si elles se marient très rapidement? Et si la relation devient 7e maison au bout de 3 semaines? En fait, c'est quoi la règle? En plus, vous savez comme moi qu'aujourd'hui, dans les années 2020,
On a plusieurs manières d'avoir une relation sentimentale. On a les plans cul, on a les sex friends, les troubles. Je sais pas si ça se dit encore, hein. Les friends with benefits, les packs, le love bombing. Bon, c'est pas une forme de couple, mais vous avez compris. Les relations sugar daddy, sugar baby. Enfin, tout ça a toujours existé, hein, c'était juste sous d'autres termes. Mais du coup, en fait, comment on les range? Parce que dans toutes ces formes de liens amoureux, il peut y avoir de la romance. Et puisque nous parlons d'amour, bah, pourquoi est-ce que la cinquième maison devrait représenter le type de personne qui nous attire? Parce que là aussi, on lit énormément, la cinquième maison montre ce qui nous attire. Bon, pourquoi pas? Je croyais que c'était Mars, mais bon. Mais du coup, est-ce que ce qui m'attire est nécessairement ce avec quoi je vais construire une relation? Bah non. Si je suis attirée par quelqu'un qui est catastrophique, qui est toxique, pour moi, est-ce que la cinquième maison décrit du coup mon bon choix amoureux ou simplement mon attirance? Et si je suis attirée par quelqu'un, mais que je ne veux surtout pas être avec cette personne, et ça, je sais pas pour vous, mais moi ça m'arrive tous les jours, est-ce que du coup, ça rentre dans le cadre de la cinquième maison? Et si, d'ailleurs, je ne suis pas attirée par quelqu'un qui pourrait devenir mon conjoint, ce qui est très commun, du coup, c'est quelle maison-là? Et en fait, moi, j'ironise un peu, mais qu'est-ce qu'on est en train de mesurer quand on parle de ça? Est-ce qu'on parle de l'attirance, du désir, du choix, de la rencontre, de la romance, de la relation, de la compatibilité, de l'engagement? Parce que finalement, ce ne sont pas les mêmes choses. Et pourtant, quand vous regardez Internet, on vous les met dans le même sac. Et puis finalement, qu'est-ce que signifient les planètes comme le Soleil, Mars, Vénus, si finalement la cinquième maison signifie déjà tout? Et c'est là que je remarque en fait que beaucoup d'adeptes de l'astrologie vont se couvrir derrière les analogies. Plus que le lion, c'est le cinquième signe et c'est en analogie avec la cinquième maison, donc c'est le soleil, donc c'est la même chose. Bah non, c'est pas la même chose. Et ça, je vous l'explique souvent lors des émissions en direct Astro Libre ou Regard Astral, etc. Car je prends vos questions que je trouve sur Internet et je les décortique pour y répondre. Parce que chaque chose a sa place et son importance à un moment précis de la démonstration ou d'une lecture astrologique en fait. Et maintenant, si on parle des enfants, parce que là, c'est fabuleux. Parce que les gens disent la maison 5, ce sont les enfants. Mais est-ce que la maison 5 représente le fait d'avoir des enfants? Le fait de désirer avoir des enfants? Est-ce que c'est la fertilité, la grossesse? Est-ce que c'est le premier enfant ou les enfants en général? Parce que ça, c'est une question courante. Est-ce que c'est la relation aux enfants? Est-ce que c'est la manière d'éduquer les enfants? Est-ce que c'est les caractéristiques des enfants? Est-ce que c'est les projets que l'on considère comme nos enfants? Parce que tout ça, c'est pas la même chose. Et si quelqu'un n'a pas d'enfant, est-ce que sa maison 5 est cassée? Si quelqu'un a son soleil dans sa cinquième maison mais n'a jamais eu d'enfant, et du coup on boycotte sa cinquième maison sur ce sujet alors que son soleil, l'une des deux fonctions les plus importantes qui représente la volonté, la vitalité et le cœur, est-ce qu'on va boycotter pour autant sa cinquième maison? Parce qu'elle n'a pas d'enfant. Et si son soleil est là-bas? Si quelqu'un ne veut absolument pas d'enfant, il y en a certainement sur ces chaînes, est-ce que la cinquième maison change de signification? Et si quelqu'un a 5 enfants, est-ce que la cinquième maison explique les 5 enfants de la même manière? Et si quelqu'un a un enfant qui ne ressemble absolument pas à ce que l'on lui avait annoncé? Et du coup, est-ce qu'on remet en question la théorie? Ou est-ce qu'on va juste ajouter une nouvelle explication? Parce qu'en fait, une théorie qui peut tout expliquer après coup, est très difficile à tester et très facile à mépriser. Et maintenant, si on parle du plaisir, on nous dit souvent que la maison 5 est la maison du plaisir. Mais si je vous demande qu'est-ce qui vous fait plaisir, vous allez me donner une réponse qui est très différente de ce que moi je vous répondrai. Donc, est-ce que le plaisir est une propriété de la maison, la cinquième maison, ou est-ce que nous sommes juste, en fait, finalement, arrivés à un stade où on veut mettre tout ce que nous considérons comme agréable dans cette maison? Parce que si c'est le deuxième cas, finalement, est-ce que c'est l'astrologie qu'on définit ou est-ce que c'est nous-mêmes?
Et d'ailleurs, si vous ne me croyez pas, prenez simplement la définition que vous utilisez actuellement de la cinquième maison et interrogez-la en fait. Qu'est-ce que cette maison permet réellement de distinguer? Qu'est-ce qu'elle exclut? Parce que finalement, si une maison signifie tout, elle ne sert à rien. Qu'est-ce qu'elle ne permet pas d'expliquer? Et dans quel cas, l'explication qu'on me donne pourrait être fausse? Parce que si votre réponse est elle peut toujours s'adapter, ça veut dire que vous ne faites plus de l'astrologie. Et maintenant, si on revient à l'argument selon lequel la maison 5, c'est tout ce qui vient du cœur, oui, c'est très beau. Mais qu'est-ce que le cœur? Est-ce que c'est les désirs? Ce sont les émotions, la volonté, la passion, l'amour, la spontanéité, la joie, le courage, l'identité? En fait, si tout ça c'est dans le cœur, qu'est-ce qui n'est pas dans le cœur? Alors l'argument de l'enfant intérieur, oh là, lui là, il a bon dos. Hein. Parce que, en fait, moi j'aimerais toujours que quelqu'un m'explique les gens qui font du dev perso là. Est-ce qu'une signification... Est-ce que c'est une signification astrologique dans la tradition occidentale, là, l'enfant intérieur? Parce qu'il faut partir de la base, c'est la base de tout ce qu'il y a aujourd'hui. Ou est-ce que finalement c'est une manière contemporaine de traduire une expérience humaine avec un vocabulaire psychologique qui nous parle aujourd'hui? Et si demain la psychologie change de vocabulaire, est-ce que la cinquième maison change-t-elle? Et puis, ceux qui parlent de rayonnement, pourquoi est-ce que ce que je crée devrait nécessairement me faire rayonner? Pourquoi je ne fais pas juste la création pour le kiff de la création, en fait? Et si je crée quelque chose dans ma chambre et que personne ne le voit? Et si je crée quelque chose et que personne ne l'aime? Personne ne veut payer? Et si je crée quelque chose qui me procure énormément de plaisir, mais aucune reconnaissance? Est-ce que c'est toujours le rayonnement, la cinquième maison, ou c'est simplement la création? Et puis parlons de l'estime de soi. Parce que depuis quand une maison astrologique qui représente la création doit nécessairement produire une bonne estime de soi? Et si quelqu'un crée énormément, mais doute de lui, presque au même niveau? Parce que, d'ailleurs, la plupart des artistes, c'est ce qu'ils sont. Hein. Les créatifs sont toujours en train de douter de ce qu'ils font. C'est ça qui leur permet justement de repousser leurs propres limites artistiques. Donc, est-ce que la théorie est fausse? Ou est-ce que vous allez juste leur dire « Ouais, c'est parce que sa cinquième maison est blessée. » Vous voyez, c'est parce qu'il a une blessure d'enfance. Hein, le blocage, là, l'inhibition. Hein, c'est la compensation. C'est une mauvaise expression. C'est une mauvaise relation au plaisir. C'est un manque de confiance. C'est un karma familial. Oui, il fallait que ça sorte, le karma. Et après, la théorie, donc, elle va survivre. Parce que c'est d'ailleurs une des raisons phares pour laquelle personne ne respecte l'astrologie aujourd'hui, en fait. Et maintenant, revenons à cette fameuse idée. La cinquième maison, c'est moi quand je fais ce que j'aime. Ouais, pourquoi pas. Mais est-ce que l'astrologie a besoin que chaque maison donne une version différente de nous? Genre, moi quand je travaille, la maison 6. Moi quand j'aime, la maison 5. Moi quand je crée, la maison 5. Moi quand je voyage, la maison 9. Moi quand je parle, la maison 2. Moi quand je rencontre les autres, la maison 7. Moi quand je souffre, la maison 12. Moi quand je prends du plaisir. Vous avez capté? Et en fait, qu'est-ce qu'on est en train de décrire? Est-ce qu'on est encore en train de décrire le monde? Ou est-ce qu'on a juste divisé, est-ce qu'on a divisé, on a découpé la psychologie en 12 morceaux. Et du coup, chaque maison prend son petit morceau, quoi, son petit bout. Et surtout, si je commence par mon expérience pour définir ma maison, je peux toujours trouver une correspondance. C'est inévitable, en fait, parce que je vais regarder ma vie. Je cherche ce qui me ressemble. Et je trouve la maison qui me ressemble pour pouvoir le contenir, en fait. Et ensuite, je vais vous dire, vous voyez, ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui a fonctionné? Ou est-ce que
J'ai juste fabriqué une correspondance après coup. Et je vous le dis encore, c'est l'une des raisons, l'une des objections phares des détracteurs de l'astrologie, en fait. Et c'est pas parce qu'il faut leur donner du gaz et essayer de les persuader. Perso, j'ai mieux à foutre. Mais moi, je les comprends parfaitement quand ils me sortent cet argument-là. Et j'aimerais vraiment que vous soyez mal à l'aise. Parce que peut-être qu'à partir de là, vous allez commencer à comprendre le problème. Parce que le problème, c'est pas que la cinquième maison, elle parle de rien, elle parle de plein de choses. Le problème, c'est qu'on a pris une liste de correspondances qui fonctionne parfois et on a construit autour une théorie de l'humain. Et la théorie est tellement agréable, tellement facile à comprendre, tellement cohérente, tellement personnalisable, que finalement, elle peut absorber presque n'importe quelle expérience. Et maintenant, j'aimerais aller un peu plus loin et vous poser une question que je n'ai pas encore posée à ce stade. C'est, encore une fois, d'où viennent ces significations? Qui a décidé que la cinquième maison devait parler de tout ça? Pourquoi ces choses-là et pas d'autres? Pourquoi les enfants? Pourquoi l'amour? Pourquoi les jeux? Pourquoi les créations? Pourquoi le plaisir? Pourquoi la spéculation? Pourquoi la bonne fortune? Et pourquoi, en fait, finalement, qu'est-ce qui permet de les déduire les unes des autres sans simplement raconter une belle histoire après coup? Parce que là, on en arrive au moment où je vais arrêter de vous demander ce que vous ressentez à propos de la cinquième maison. Je vais vous demander vos preuves, en fait. Et donc, pour avoir des preuves, en tout cas pour moi, je retourne aux sources. Je retourne aux sources. Et attention, quand on prend aussi les ouvrages traditionnels, eux aussi font des longues listes Ikea, font des longues listes de courses. Et justement, c'est le travail aujourd'hui qu'on a, en tout cas des astrologues, de relier tout ça pour le transmettre aux gens pour que ce soit la manière la plus compréhensible. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, je me suis retrouvée à avoir une liste création, enfants, art, liaison, plaisir, jeu, sport, course, spéculation, théorie, cinéma, enseignement, récompense, honneur, parure, spectacle. Et donc, finalement, si je demande à un novice en astrologie, qu'est-ce que c'est que la cinquième maison? Il va me dire les enfants, l'amour, la créativité, les plaisirs, le théâtre, le cinéma, les sports, les spéculations. Et donc, il aura appris sa leçon, parfois par cœur, mais il n'aura toujours rien compris. Parce que si je le mets face à son thème par rapport à cela, il ne pourra rien me dire de ouf. Parce que ce qu'on vous apprend sur Internet, et je suis même des gens qui vous font des stages en présentiel, c'est à réciter des listes. Et alors que ces listes sont totalement inutiles finalement lorsqu'il faut déduire face à un thème de naissance. Qu'est-ce que ça cache en fait? Et donc moi je me suis demandé comment est-ce que je peux condenser tout ça en quelques fonctions suffisamment simples pour être mémorisées, mais suffisamment solides pour permettre ensuite de trouver des significations et vous faire finalement poser des questions intelligentes et pertinentes. Et donc si je devais organiser tout ce que je sais sur la cinquième maison aujourd'hui, je vous le résumerai en 5 grands verbes. Je garderai donc créer, jouer, enseigner, paraître et honorer. Ça, c'est ma synthèse. C'est la manière dont moi, j'organise toutes ces significations pour qu'elles cessent d'être une liste infinie, mais qu'elles deviennent une structure. Et je vais vous expliquer pourquoi. Prenons créer. Le premier verbe est celui que je mets au centre parce que lorsqu'on cherche la signification essentielle de cette maison, c'est bien la création qui apparaît en premier. C'est universel dans tous les ouvrages fondateurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement psychologisé la cinquième maison que dès que vous entendez création, vous pensez immédiatement ma créativité. Et on repart pour un tour. Mais là, je ne parle pas de votre potentiel créatif qui dormirait quelque part en vous et qu'il faudrait libérer avec des pierres précieuses ou un séminaire, je ne sais pas où. Je parle de la création, du principe, quelque chose qui est produit, quelque chose qui vient à l'existence, quelque chose qui est fabriqué, qui est engendré, qui est réalisé. Et donc, dans l'ordre humain, l'exemple le plus évident, c'est un enfant qui vient au monde. Le premier enfant qui voit la vie.
C'est ça la cinquième maison. Pour ceux qui se posaient la question, est-ce que c'est le premier, le deuxième, c'est le premier. Et il y a une création dans l'ordre humain en fait. Et dans l'ordre artistique, c'est la même chose. Un album studio est une création. Une chanson écrite est une création. Un film est une création. Une pièce de théâtre est une création. Une vidéo YouTube ou un podcast YouTube que vous retrouvez et sur lequel vous allez mettre des likes est une création. Une émission de télévision est une création. Une émission physique est une création. Une production audiovisuelle est une création. Une formation en ligne ou en présentiel est une création. Et même la diffusion organisée d'un événement comme la retransmission en direct d'un match de foot comme on a eu avec la Coupe du Monde il n'y a pas longtemps peut révéler une production. Et en fait, tout ça sont des créations parce qu'il y a quelque chose qui est produit. C'est très important pour comprendre ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train de vous dire tout ça c'est créatif. Je suis en train de vous dire tout ça peut être compris à partir d'une fonction de création ou de production. C'est pas la même chose. Parce qu'une chanson, ce n'est pas un enfant n'est pas un film n'est pas une formation. Mais ils appartiennent à la même famille fonctionnelle. Quelque chose qui est produit et vient à l'existence. Et j'espère que vous commencez à voir une logique. Le deuxième verbe, jouer. Et là, nous retrouvons un autre pan de la cinquième maison. Les plaisirs, les jeux, les sports, les courses, les loisirs, les compétitions, certaines formes de spéculation. Et là encore, je veux vous faire sortir de la définition psychologique parce que la cinquième maison, quand on vous dit c'est ce qui vous donne du plaisir, c'est beaucoup trop large. Tout peut vous donner du plaisir. Manger peut vous donner du plaisir. Travailler peut vous donner du plaisir. Faire l'amour peut vous donner du plaisir. Apprendre peut vous donner du plaisir. Donner une claque à quelqu'un peut vous donner du plaisir. Dormir peut vous donner du plaisir. Et donc, si votre critère pour la cinquième maison, c'est ce qui me fait plaisir, vous êtes dans la merde. Vous allez rendre cette maison infinie. Ça, ce n'est pas une définition, c'est une porte ouverte. Et j'ai l'impression que c'est vraiment le standard actuel de l'astrologie francophone. On vous fait des contenus où on ne fait qu'ouvrir des portes et simultanément, dès qu'on ouvre une porte, on jette la clé dans un caniveau. Bon, revenons, soyons sérieux. Jouer, c'est une fonction beaucoup plus précise parce qu'il y a une activité, il y a des règles ou un cadre, il y a souvent une notion de risque, de compétition, de résultat, de gain ou de perte. Il y a du divertissement, mais il y a surtout de l'engagement dans l'activité elle-même. Et cela permet donc de rapprocher le jeu, le sport, la course, la compétition, certains loisirs et certaines formes de spéculation. Et j'espère que là, vous voyez déjà ce qui change. Parce que là, je ne suis plus en train de vous dire tout ce qui est chouette, c'est la cinquième maison. Je cherche une fonction observable. Le troisième verbe, enseigner. Et celui-là, par contre, il a totalement disparu de tout ce que j'ai trouvé. J'ai rien trouvé sur Internet qui parle d'enseigner. Ça a totalement disparu. Parce qu'on parle tellement de créativité, d'amour, de plaisir, d'enfant intérieur, qu'on oublie que cette maison est également associée aux écoles, aux professeurs, aux leçons et à l'enseignement. Le ministère même de l'enseignement, c'est du domaine de la cinquième maison. Et je ne vais pas vous dire, encore une fois, on sort de la psychologie, que enseigner, c'est rayonner sa lumière. Non, on n'est pas dans ça ici. Ça, c'est le genre de phrase que je veux bannir de l'astrologie. Il faut savoir rester concret. Enseigner, c'est produire et transmettre un contenu structuré. Un cours existe, une leçon existe, une formation existe et un professeur exerce une fonction. Une école organise une activité et cela nous permet notamment de comprendre pourquoi une formation peut apparaître à plusieurs endroits de cette réflexion. Parce qu'elle est à la fois une production et une activité de transmission. Et c'est justement là que les maisons en fait deviennent intéressantes parce qu'une même réalité peut avoir plusieurs dimensions. Mais ce n'est pas une raison pour dire que toutes les maisons parlent de tout. Non. La question est, quelle dimension de la réalité suis-je en train de vouloir observer ? Ça, c'est de la méthode. Ensuite, le quatrième verbe que j'associe dans ma synthèse à la cinquième maison, c'est paraître.
Et là, on entre dans tout ce qui concerne la représentation, la scène et l'apparence publique. Donc le théâtre, le cinéma, la scène, les spectacles, les costumes, le maquillage, la parure, les décorations, les fêtes, les ornements, la joaillerie et tout. Et là encore, le développement personnel adore vous traduire ça par votre rayonnement. Parce que rayonnement, c'est joli, mais c'est pas précis. Paraître, c'est autre chose. Il y a une différence entre être et être pour représenter. Et être représenté, mis en scène et regardé. Parce qu'un acteur paraît sur scène, un personnage paraît à l'écran, un costume modifie l'apparence, une parure sert à apparaître d'une certaine manière, une décoration distingue, un spectacle est fait pour être vu. Et soudain, en fait, le théâtre, le cinéma, etc. cessent vraiment d'être arbitraires dans une liste parce qu'ils appartiennent à une logique de représentation. Et c'est beaucoup plus instructif, à mon sens, que de vous dire la maison 5, c'est votre besoin de briller. Parce que là, encore une fois, on vient de transformer une maison en fonction en psychologie. Et le dernier verbe que j'associe à la 5e maison, c'est honorer. Et celui-là, il est... Parce qu'on retrouve en fait dans le verbe honorer, du coup, les récompenses, les gratifications, les distinctions, les honneurs, la gloire, les décorations, la royauté, les couronnes. Et il y en a qui vous disent, la 5e maison montre votre besoin de reconnaissance. Mais en fait, pourquoi parler immédiatement de besoin? Pourquoi transformer une fonction sociale en besoin psychologique? Honorer, c'est une action. On récompense, on distingue quelqu'un, on lui remet un prix et on lui décerne une médaille. On attribue une distinction, on célèbre quelqu'un. Mais c'est très différent de dire que cette personne a besoin qu'on lui dise qu'elle est formidable. Parce qu'encore une fois, une maison astrologique n'est pas un diagnostic psychologique. Et maintenant, regardez ce qui s'est passé. On est parti d'une liste qui semblait complètement disparate. Les enfants, l'art, le cinéma, les écoles, les jeux, le sport, les courses, les plaisirs, les spectacles, les parures, les récompenses, les honneurs. Et maintenant, je peux organiser tout ça de manière autour de 5 fonctions. Créer, c'est produire, engendrer et réaliser. Jouer, c'est se divertir, concourir, risquer et participer au jeu. Enseigner, c'est produire et transmettre un contenu, instruire. Paraître, c'est représenter, mettre en scène, apparaître, être regardé. Honorer, c'est récompenser, distinguer, célébrer et glorifier. Et ça, je trouve que c'est plus intéressant qu'une liste. Parce qu'une liste vous permet de vous reconnaître, alors qu'une structure vous permet de chercher. Chercher pour vous et chercher pour les autres. Et maintenant, vous pourriez, je sais, être tenté de refaire la même chose que les astrologues modernes. Vous pourriez prendre les 5 verbes que je vous ai donnés et commencer à construire. Créer, donc, c'est ma créativité. Jouer, donc, c'est ma joie. Paraître, donc, c'est mon rayonnement. Honorer, donc, c'est mon estime de moi. Et là, on est reparti pour un tour encore. Parce que vous avez remplacé une fable astrologique par une autre. Donc non, c'est pas ce que je vous dis de faire. Après, je sais qu'il y en a qui vont le faire, mais c'est pas moi qui vous a dit ça. Parce que là, tout de suite, j'ai envie de remettre ma propre synthèse à l'épreuve comme je l'ai fait avec les théories d'Internet. Je veux que vous soyez capable de vous demander pourquoi créer, pourquoi jouer, pourquoi enseigner, pourquoi paraître et pourquoi honorer. En fait, qu'est-ce qui relie cette fonction? Est-ce qu'elles sont toutes au même niveau? Est-ce que lesquelles sont les premières, lesquelles sont dérivées? Et est-ce que certaines significations modernes ont été ajoutées plus tard? Et surtout, qu'est-ce que je peux réellement déduire à partir de cette structure? Et c'est à partir de là que l'astrologie devient intéressante. Et c'est pour ça que je suis aussi méfiante et aussi sévère avec les approches du développement personnel qui sont appliquées à l'astrologie. Parce qu'elles sont très efficaces pour raconter. Elles prennent un mot, elles lui donnent une dimension psychologique, puis une dimension émotionnelle, puis une dimension identitaire, puis une dimension existentielle. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez dans le fatalisme. Parce que tout ce qu'on vous raconte là-bas, c'est pas toujours beau. Et en fait, au bout d'un moment, vous ne savez plus ce qui est de l'astrologie et ce qui est simplement de la psychologie contemporaine qu'on a déposé dessus.
Et le résultat est que, encore une fois, ça nourrit grassement les détracteurs de l'astrologie dans leur idée que les adeptes de l'astrologie sont tous des idiots crédules et que les praticiens sont des charlatans perdus ou mal intentionnés. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'inverse. Je veux pouvoir partir d'une fonction astrologique et aller vers la réalité. Pas partir de la réalité que je connais déjà et chercher ensuite une jolie métaphore astrologique pour l'expliquer. Parce que sinon, tout fonctionne. Hein. Et une théorie qui explique infiniment tout finit ne plus rien signifier en fait. Et donc, je veux que vous reteniez ces 5 verbes. Créer, jouer, enseigner, paraître et honorer. Et surtout, je veux que vous reteniez ce que ça représente. Une manière d'organiser certaines significations. Une manière en fait de chercher la fonction derrière les mots. Une manière de ne plus apprendre l'astrologie comme un dictionnaire. Et surtout, une manière de commencer à vous poser les questions essentielles quand vous vous intéressez à n'importe quelle maison. Qu'est-ce qui me permet de déduire cette signification? Parce que c'est cette question-là qui change tout. Vous n'avez plus besoin de connaître des centaines de mots. Vous avez besoin de comprendre la mécanique qui produit les mots. Et donc, à ce moment-là, vous n'êtes plus en train de réciter des fables d'astrologie. Vous commencez à en faire. Félicitations. Parce que vous connaissez ma phrase. Maintenant, si on parle de l'amour et la 5e maison et la 7e maison. Il y a probablement... en fait, je pense que c'est là où il y a la plus grosse confusion sur cette maison. Parce que je suis tombée sur une quantité extraordinaire et très abondante de formulations comme la 5e maison c'est l'amour, la 5e maison c'est la romance, la 5e maison c'est les débuts de la relation, la 5e maison c'est le flirt, la 5e maison c'est l'attirance, la 5e maison c'est le type de personne qui nous attire. Et du coup il y a des gens qui demandent évidemment la 7e maison c'est quoi alors? Et on vous dit la 5e maison c'est la romance et la 7e maison c'est l'engagement. Ou alors on vous dit la 5e maison c'est la personne qui vous plaît et la 7e maison c'est la personne avec qui vous vous mettez en couple. Donc les gens partent déjà du principe qu'on ne se met pas en couple forcément avec les gens qu'on aime. En tout cas. Et après quand moi je dis que tout le monde n'est pas fait pour avoir des mariages d'amour, vous vous fâchez. Pourquoi vous vous fâchez? Je vous dis la vérité. C'est ce que vous vous racontez sur Internet. Et c'est pas faux. On va voir. Certains vous disent que la 5e maison, c'est l'étincelle. Et que la 7e maison, c'est le feu qui dure. Et franchement, je trouve ça trop beau. Vous aimez trop les histoires de feu. Bon. Et quand on commence à regarder les choses un peu plus sérieusement, les définitions, ça devient un peu compliqué, vous voyez. Et donc, la première chose à faire, comme toujours, c'est de revenir aux sources. Parce que dans le texte, les textes du moins dans lesquels je suis en train, les textes que je suis en train d'utiliser comme référence pour faire cet épisode, la distinction est toujours plus forte. Ils font explicitement la différence entre l'amour et le mariage. Pour l'amour, ils donnent le lion comme signe, et donc toutes les planètes qui sont dans le signe du lion. J'ai dit planète, j'ai pas dit astéroïdes, vos trucs là, nœuds lunaires. Non, j'ai dit planète. On vous connaît. Ensuite, il donne la 5e maison comme maison et le soleil comme planète. Et il décrit notamment la 5e maison comme la maison de la naissance, de la croissance, avec cette idée que l'amour naissant, qui peut être comme de l'amour naissant en fait, qui peut être comme une tempête qui envahit tout. Et puis lorsqu'il passe à la vie conjugale et au mariage, il change complètement de triptyque. Donc là, on regarde plutôt la balance, la 7e maison et Vénus. Et donc la 7e maison devient la maison de l'union ou la désunion, de l'équilibre ou du déséquilibre, et notamment celle qui régit l'union des corps dans le mariage. Donc déjà, ça c'est la première chose qui est importante. L'amour et le mariage ne sont pas la même chose. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre sous le même mot les phénomènes qui sont complètement différents. Et justement, ça me ramène au problème du couple, finalement. Le problème du mot couple. Et c'est là que le vocabulaire moderne commence un peu à nous jouer des petits tours. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'un couple ?
Ça peut être deux personnes qui se sont rencontrées il y a 3 jours. Ça peut être deux personnes qui vivent ensemble depuis 20 ans. Ça peut être deux personnes mariées, deux ex qui se sont retrouvés après une séparation. Ça peut être deux personnes qui sont pacsées en France. Ça peut être deux personnes qui vivent séparément. Ça peut être deux personnes qui refusent de se considérer en couple mais qui ont une vie commune. Deux personnes qui ont une relation sexuelle régulière. Deux personnes qui ont une liaison clandestine depuis 10 ans. Deux personnes qui peuvent avoir même une définition totalement différente de leur propre relation. Et donc, si je me concentre simplement sur le mot couple et que je décide que le couple, c'est la 7e maison, je viens de créer un gros problème méthodologique parce que je n'ai pas défini le phénomène. J'ai simplement utilisé une catégorie sociale moderne extrêmement large, en fait. Et surtout, j'aimerais que vous compreniez que la durée, ce n'est pas le critère. Parce que j'entends souvent les gens dire 5e maison, c'est les relations courtes et 7e maison, ce sont les relations longues. Non. Une relation amoureuse peut durer 15 ans. Un mariage peut être terminé effectivement au bout de 6 semaines. En fait, une liaison peut être extrêmement durable. Une histoire d'amour ne peut ne jamais même devenir une histoire conjugale. Et une union conjugale peut exister sans amour. Ça, on en a plein dans la société. Donc la 5e maison ne peut pas simplement signifier ce qui est court. Et la 7e maison ne peut pas simplement signifier ce qui dure. Parce que la durée ne transforme pas un phénomène en un autre. Sinon, au bout des 10 ans, une liaison changerait de maison. On vous a déjà dit que vous pouvez déplacer vos maisons à quelqu'un avec une veste. En fait, je ne vois aucune raison astrologique de poser des règles pareilles, en fait. Donc maintenant, qu'est-ce qui distingue réellement les deux? Parce qu'il faut que je sois sérieuse. Et c'est là que les textes anciens deviennent intéressants parce qu'ils ne vont pas vous dire 5e maison, c'est les petits copains, parce que ça existait déjà à leur époque. Ou la 7e maison, c'est le mari. Ils font une distinction entre la nature du phénomène étudié. La 5e maison, c'est l'amour, les choses du cœur. La 7e maison concerne l'union, la vie conjugale et plus largement les associations et les contrats qui relèvent en fait de cette maison. Et donc ça devrait changer votre manière de regarder les choses parce qu'une même relation peut être concernée par plusieurs phénomènes. Deux personnes peuvent s'aimer et là nous sommes dans le phénomène amoureux et être unis légalement et contractuellement. Et ou contractuellement. Deux personnes peuvent s'aimer, ne pas être mariées et avoir des biens communs. Et deux personnes ne peuvent ne pas s'aimer et avoir des enfants. Et là, on retrouve encore une autre signification de la 5e maison. Et selon la doctrine étudiée, la sexualité et les transformations du lien peuvent encore faire intervenir d'autres significateurs. Donc en fait, il n'y a aucune contradiction parce qu'on ne demande pas à une seule maison de raconter toute la relation. La 7e maison, c'est pas la maison de l'autre. J'entends ces bêtises aussi. Et vraiment, c'est un truc que j'aimerais que vous reteniez parce qu'on vous dit souvent que la maison de sang, c'est le rapport avec autrui. Donc, si la 7e maison signifie simplement les autres, elle est gigantesque. Votre enfant, c'est une autre personne, votre mère, votre père, votre professeur, votre ami, votre amant, votre voisin, votre boulanger, votre ennemi, votre associé, votre conjoint. Et donc, finalement, la 7e maison devient la maison de l'être humain qui n'est pas vous, en fait. Et là, ça n'explique plus grand-chose. Et donc, il faut retrouver la fonction spécifique de la maison. Et chaque maison astrologique a un épisode spécial. Regardez la playlist qui est dans la description sur les maisons astrologiques. Et c'est pour ça que, en fait, pour la 7e maison, le mot contrat devient intéressant parce que la 7e maison, ce n'est pas une maison de relation, c'est une maison de contrat, d'association, d'alliance et de partenariat. Et donc, ça nous oblige à être plus précis. Une union, ce n'est pas simplement je tiens à quelqu'un où on est ensemble et on s'aime. C'est l'idée d'une mise en relation formalisée, d'association, de liens établis entre deux parties. Et donc le mariage, finalement, devient évidemment une forme très claire de manifestation de cette logique. Mais il n'est pas nécessaire de réduire la 7e maison au mariage civil, hein. On peut très bien rencontrer dans une vie contemporaine d'autres formes d'union ou d'autres associations juridiquement ou contractuellement constituées. Mariage religieux. En revanche, je serais beaucoup plus prudente avec la tendance
habituel de faire entrer dans la cinquième maison toute relation durable, toute relation engagée, toute relation affective stable en fait, même toxique. Parce que les deux peuvent coexister. Et parce que là, on recommence à aduler la maison. Et ça, c'est le piège du vocabulaire contemporain. Parce qu'aujourd'hui, on s'est tellement compliqué la vie, on a créé trop de catégories. Couple, relation, partenaire, compagnon, plan cul, friendsby, benefits, love bombing, relation ouverte, fermée, exclusive, non exclusive, relation à distance, partenaire de vie. C'est fatigant. Et donc, évidemment, chacun peut utiliser ces mots de manière différente. Mais l'astrologie n'a pas besoin de suivre les tendances vocabulaires, les tendances linguistiques. Elle doit identifier le phénomène. Et ça, c'est très différent. Ok ? C'est très différent. Et c'est pour ça que la cinquième maison, la romance et la septième maison, l'engagement, ça me gêne. Parce que cette formule moderne donne l'impression qu'on a simplement 2 étapes dans une histoire. Cinquième maison, je rencontre quelqu'un. Septième maison, je m'engage avec lui. Comme si la cinquième maison, c'était le début du film et la septième maison, c'est la suite. Mais c'est pas ce que nous dit la structure astrologique. Parce qu'on est en train de raconter une chronologie psychologique contemporaine, en fait. Et on risque de faire passer cette chronologie pour une démonstration astrologique alors que ça ne l'est pas. Et c'est le même problème avec le fait que la cinquième maison, c'est ceux qui m'attirent. Parce que cette formule, finalement, qu'est-ce que ça signifie être attiré? Est-ce que c'est une attirance physique, une fascination intellectuelle, une attirance sexuelle, une admiration, un coup de foudre, une préférence consciente ou inconsciente, une personne avec laquelle on finit en couple, une personne qu'on désire mais qu'on ne choisira jamais, une personne qu'on choisit pour des raisons totalement différentes que celles de l'attirance, et ça, il y en a plein, vous savez, donc comment vous vous mettez en couple. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on a transformé un mot très simple, l'amour, en une théorie complète de la psychologie du choix amoureux. Donc arrêtez de faire raconter à la cinquième maison toute votre vie sentimentale, s'il vous plaît. La cinquième maison peut avoir une signification concernant l'amour, ça c'est vrai. Mais ensuite, il faut entendre ce qu'on entend par l'amour. Et surtout, il ne faut pas transformer cette signification en mon type d'homme, mon type de femme, ce qui m'attire, pourquoi je tombe amoureux, pourquoi je choisis cette personne me désire, pourquoi je reste, pourquoi je pars, pourquoi je me marie, pourquoi je divorce, pourquoi je trompe, pourquoi je me fais tromper, pourquoi je suis compatible, pourquoi mon couple fonctionne, pourquoi il ne fonctionne pas. Non. Parce qu'à ce stade, une seule maison devient responsable de la totalité de votre vie affective. C'est du boulot, ça. La maison est fatiguée. Et ça, c'est le genre de mécanisme vraiment on est en train d'examiner depuis le début. C'est qu'on part d'une signification réelle, puis on l'étend tellement pour qu'elle explique tout. Et puis, vous ne comprenez plus rien à la fin. Hein. Voilà. Donc, je formulerai ainsi, pour conclure cette partie, que la cinquième maison, c'est le phénomène amoureux. Donc l'amour, la passion, la liaison, l'amour naissant est dans la doctrine que nous sommes en train d'étudier. Et la septième maison, c'est le phénomène d'union, le partenariat, l'association, le contrat et la vie conjugale. Et ce ne sont pas nécessairement deux moments successifs dans une même histoire en fait. Parfois, ils ne se rencontrent jamais. Parfois, il y a le mariage, mais il n'y a jamais l'amour. Hein. Donc une personne peut être amoureuse et unie, et une même relation peut être observée sous plusieurs angles aussi. Et en fait, ce qui devient passionnant, c'est que ça remet aussi en question ces obsessions modernes du partenaire. Parce que très souvent, on demande aux astrologues qui vais-je rencontrer? Quel est mon type d'homme? Ça, c'est votre question favorite, les femmes. Quel est mon type de femme? Et les hommes, ils demandent est-ce que cette meuf, elle est compatible avec moi? Est-ce que je vais la niquer? Est-ce que cette personne est faite pour moi? En général, ça veut dire est-ce que je vais la niquer? Est-ce que nous sommes compatibles? Voilà. Et maintenant, on ne demande plus à l'astrologie de juste parler d'amour. On lui demande littéralement de nous fournir une nouvelle théorie particulière de nos choix amoureux. Vous vous rendez compte? Vous allez rendre. Et il faut vous rendre compte d'une chose. L'astrologie ne lit pas votre état civil. Elle ne dit pas marié, 7e maison, célibataire, 5e maison. Ça serait beaucoup trop simple. En fait, la 5e maison doit permettre d'étudier des phénomènes. Donc la question
à vous poser, c'est qu'est-ce que je suis en train d'étudier? C'est toujours la même chose. Oui, oui. Est-ce que j'étudie l'amour? Est-ce que j'étudie la liaison, le contrat, l'association, la vie conjugale, la sexualité, la transformation du lien? Et vous faites la même chose avec les planètes. Ce ne sont pas les mêmes questions en fait. Parce que si vous ne faites pas cette distinction, vous allez simplement prendre le vocabulaire contemporain et projeter sur les maisons et appeler ça de l'astrologie. C'est ce que vous faites. N'essayez même pas de me faire croire le contraire. J'ai lu trop de commentaires pour que vous puissiez me contredire. C'est ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est mon métier de vous lire. C'est ce que vous faites. Et c'est là que la cinquième maison devient intéressante parce que quand on revient au texte traditionnel, la maison n'a pas besoin d'être ma manière personnelle d'aimer. Elle a besoin d'être la maison de mon... Elle n'a pas besoin d'être la maison de votre style d'attachement évitant, pas évitant, anxieux, tous ces bêtises-là. Elle n'a pas besoin d'être la maison de vos profils amoureux. Non, elle a simplement besoin d'être la maison de l'amour comme un phénomène, en fait. Et on va chercher les autres éléments nécessaires pour comprendre ce qui se passe. Et c'est beaucoup moins spectaculaire, mais c'est plus rigoureux. Et finalement, c'est ça en fait qui nous manquait depuis le début. C'est que les gens veulent savoir qu'est-ce que la cinquième maison dit d'eux, alors que la vraie question peut être beaucoup plus intéressante, c'est quel phénomène cette maison désigne-t-elle et par quelle logique pouvons-nous passer de cette fonction aux différentes significations qu'on lui attribue. Et là, on revient sur notre point de départ. Parce que si la cinquième maison peut parler de création d'enfants, de jeux, de plaisir, de théâtre, d'enseignement, de spéculation, de sport, d'amour et de cinéma, moi, je veux comprendre la mécanique et je veux que vous la compreniez aussi. Je ne veux pas juste vous donner des listes. Je veux que vous sachiez pourquoi. Parce que c'est à ce moment-là que vous commencez à faire de l'astrologie et pas juste à réciter des bêtises. Et enfin, j'aimerais terminer par 10 questions pratiques à laquelle répondent la cinquième maison en astrologie. Maintenant que vous avez, je pense, compris, pour ceux qui ont regardé depuis le début, enfin écouté du moins. Finalement, quand vous regardez un thème de naissance, qu'est-ce que vous faites de cette cinquième maison? Donc, je vais vous proposer une petite cartographie. Je vais vous mettre les éléments complémentaires en description. Et voilà, pour ceux qui veulent garder ça en mémoire, au cas où la vidéo disparaîtrait quelque part, vous pourrez y en avoir accès. C'est gratuit. Vous cliquez sur l'un des premiers liens en description. Vous allez voir cartographie de la cinquième maison, comment interpréter la cinquième maison dans un thème. Et vous aurez des exemples et vous pourrez le télécharger. Donc c'est parti. La cinquième maison répond à l'amour. Voilà. On ne commence pas nécessairement par regarder si la cinquième maison est vide ou remplie ou vide de planètes. Il faut d'abord regarder la dominante planétaire du thème en lui-même et se poser la question de savoir quel type d'expérience amoureuse cette personne va-t-elle rechercher, est-elle destinée à vivre et intégrer dans sa vie. Est-ce que cette personne va rechercher de la stabilité, de la passion, de l'aventure, etc. Et là, la planète dominante va avoir son importance. Par exemple, et ça c'est très important, quand je dis planète dominante, c'est pas de ça dont je parle, mais ça y contribue largement. Si le maître d'ascendant dans un thème est Vénus, peu importe que la cinquième maison soit vide de planètes, la personne sera naturellement affectueuse, selon aussi la force de Vénus. Évidemment qu'on va regarder la cinquième maison elle-même. Donc si la cinquième maison est par exemple dans un signe intellectuel, par exemple la personne est ascendant taureau et du coup la cinquième maison est plus naturellement dans le signe de la Vierge, en tout cas logiquement, ça veut dire que la personne, vu que la Vierge c'est le signe de la chute de Vénus, ça peut exposer finalement à quelqu'un qui va beaucoup analyser et mesurer en fait l'amour. À l'inverse, si la cinquième maison est dans un signe sexuel comme le taureau, remets ça, putain. Excusez-moi. Donc je disais, si à l'inverse la cinquième maison est dans un signe sexuel,
Ça peut donner par exemple soit une dévotion, donc un signe sexuel comme le taureau, soit une dévotion spirituelle, soit un érotisme déchaîné. Et comme la 5e maison est aussi celle de la création, il faut particulièrement étudier les liens entre la première maison et la 5e maison. Parce que la première maison parle du psychisme et du caractère, hein, tandis que la 5e maison va nous montrer ce que la personne crée, aime, vit avec le cœur. Et donc, il faut soigneusement étudier la relation entre la tête et le cœur. Et finalement, la vraie question devient donc, comment cette personne intègre l'amour dans sa vie? La deuxième chose à laquelle répond la 5e maison, c'est quelle est la capacité d'une personne à être constante et fidèle. Et là encore, on va regarder les significateurs de la 5e maison. Donc, significateurs, les maîtres. Hein. Par exemple, si les significateurs de la 5e maison sont en Gémeaux ou en Poissons, ça peut donner de l'inconstance, à moins que dans le thème, il y ait d'excellentes influences de Jupiter. Parce que la fidélité est une vertu qui est solaire et qui est saturnienne. Et donc, en général, la Lune, Mercure, Vénus, Uranus et Neptune dans la 5e maison inclinent à des infidélités en amour, de même que la présence de signes mutables dans cette maison, principalement les Gémeaux et les Poissons. Et donc, si la 5e maison ne sert pas simplement à répondre, en fait, est-ce que la personne tombe amoureuse, c'est vraiment, est-ce qu'elle peut permettre de questionner la manière dont l'amour tient dans le temps, ou comment la personne tient dans le temps dans le domaine de l'amour. La troisième chose sur laquelle renseigne la 5e maison, c'est la chance. Où est-ce que vous allez trouver de la chance? Alors oui, la chance est principalement liée à Jupiter, mais la position du maître de la 5e maison entraîne également une activité pouvant tendre au succès et à la faveur des gens. Et c'est là que la notion finalement que j'ai ironisée plus tôt dans la vidéo de bonne fortune redevient intéressante. Parce que la 5e maison peut nous conduire vers des questions de faveur, de succès et de chance. La 4e chose sur laquelle enseigne la 5e maison, ce sont les aptitudes. Qu'est-ce que cette personne aime réellement et quelles sont ses aptitudes? Et là, il faut absolument distinguer la 5e maison des autres maisons. Donc, si je veux savoir ce qu'une personne aime, je regarde sa 5e maison. Mais je dois la distinguer, cette 5e maison, de ce que les autres attendent d'elle. Donc, ça, c'est représenté plutôt par la 7e maison. De ce en quoi elle est enfermée, ça, c'est la 6e maison et la 12e maison. De ce vers quoi elle évolue, ça, c'est la 9e maison. De ce vers quoi elles se sont élevées, ça, c'est la 10e maison. De ce qui se trouve secrètement en elles, notamment par les chaînes de l'hérédité, ça, c'est la 4e maison, etc. Parce que cette distinction est importante. Vous voyez? Parce que ce que j'aime n'est pas nécessairement ce que les autres attendent de moi. Et ce que je veux créer n'est pas nécessairement ce dans quoi je suis enfermée. Et ce vers quoi j'évolue n'est pas nécessairement ce que j'aime aujourd'hui. Et donc la maison 5 me permet de poser une question qui est beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'une personne aime indépendamment de ce que le reste de son existence lui demande? La 5e maison renseigne sur le génie d'une personne. Donc ça, c'est la 5e chose. Donc, où se trouve le génie de cette personne? Il y a plusieurs choses, hein. Mais on va dire que chaque triplicité élémentaire a son génie. Et le génie est en lien avec l'intuition via, finalement, la 5e maison et la 9e maison. Donc, encore ici, la 5e maison peut être mise en relation avec une autre maison pour comprendre une fonction particulière. Et donc, on ne regarde jamais nécessairement une maison toute seule. On regarde aussi ses relations. Et c'est exactement ce que je veux que vous reteniez de cette cartographie. C'est qu'une maison n'est pas simplement une case dans laquelle on va chercher un mot. Elle devient finalement intéressante quand on regarde avec quoi elle travaille dans un thème. La 6e chose sur laquelle renseigne la 5e maison, c'est l'accouchement et la fertilité. Donc, il faut regarder du moins le lien entre la 5e maison et la 12e maison. Et voilà, je ne vais pas développer tout ça parce que j'ai déjà développé ça dans un long épisode sur la fertilité. Donc là, on va passer aux maisons dérivées. Je pense que je vous ai tout expliqué. C'est en fait une utilisation
on va dire, secrètes, entre guillemets, des maisons astrologiques. Parce que du coup, la maison en elle-même ne change pas de sens, elle change de signification par rapport à un sujet qui a changé de point de départ. Bon, ça mérite une vidéo à part entière. Si je l'ai déjà fait à ce stade, je vous la mettrai en description, la vidéo sur les maisons dérivées. Et donc, la septième chose sur laquelle renseigne la cinquième maison, c'est la fortune du père ou de la mère. Donc, grâce aux maisons dérivées, la cinquième maison peut notamment permettre d'étudier la fortune du père dans le thème d'un homme et la fortune de la mère dans le thème d'une femme. Et là, vous voyez déjà pourquoi apprendre finalement une liste de mots-clés ne suffit pas. Parce que si vous connaissez uniquement amour, maison 5 égale amour, enfant, créativité, vous ne saurez jamais quoi faire de cette maison lorsqu'elle apparaît dans une question qui est complètement différente. Et ça, c'est la mécanique finalement des maisons dérivées qui vous permet de la retrouver. La cinquième maison, la huitième chose sur laquelle ça renseigne, c'est les capitaux à la majorité. Sachant qu'il y a 40% des auditeurs de la chaîne qui ont plus de 40 ans. Donc, la cinquième maison peut également être utilisée pour comprendre finalement ce que vous allez avoir à partir de 45, 50 ans, etc. Donc, voilà, c'est toujours la logique des maisons qui s'applique. La neuvième chose sur laquelle renseigne la cinquième maison, c'est l'argent dans la vieillesse. Donc, elle peut également permettre d'étudier l'argent dans la vieillesse, c'est-à-dire quels efforts est-ce que vous allez faire pour développer votre argent personnel. Et plus largement, quels seront les biens et la richesse que vous aurez en fin de... Et là encore, nous sommes dans une signification de la cinquième maison qui est très éloignée de ce qu'on vous raconte sur Internet. Et, ça va encore vous surprendre, la cinquième maison, la dixième chose sur laquelle elle renseigne, c'est l'argent. Oui, l'argent de l'immobilier. Parce que la cinquième maison peut vous conduire vers l'argent que vous dégagez, en tout cas, représente l'argent que vous dégagez d'une pratique immobilière. Parce que la cinquième maison, finalement, c'est la deuxième de la quatrième. Et les pratiques immobilières, c'est la quatrième maison. Donc, ce n'est pas juste ma maison au sens « mon refuge, où je me sens bien », comme on vous raconte partout sous la quatrième maison, c'est l'immobilier. Et donc, l'argent de l'immobilier, deuxième maison de la quatrième, c'est la cinquième maison. C'est comme ça que fonctionnent les maisons dérivées. Et donc, si vous faites des investissements, que ce soit des investissements classiques, exemple la location, ou alors des trucs un peu plus hybrides, plus originaux. Voilà. Et ça, c'est le genre de sujet que si vous voulez bien, on pourra creuser, lors de la masterclass, percer l'argent. Parce que vous voyez bien au passage qu'on est loin en fait des fameux Vénus en maison 7, c'est la richesse par le mariage. Ascendant Scorpion, c'est l'ascendant de l'abondance. Tel placement, ça veut dire que je vais avoir de l'argent. Voilà, on sort de ça. Voilà. Et il reste encore des choses, parce que la cinquième maison peut également faire intervenir dans l'étude les amis et les projets politiques du premier mari ou de la première épouse quand il s'agit du thème d'un homme. Elle peut participer à la transformation à la maturité. Par exemple, est-ce que vous allez vous régénérer? Est-ce que vous allez être initié à quelque chose? Etc. Et vous voyez ce qui se passe. Nous sommes partis finalement de la cinquième maison qui est l'amour, les enfants, la créativité et le plaisir. Et nous arrivons finalement à l'amour, la constance, la fidélité, la chance, les aptitudes, le génie, la fertilité, les capitaux, l'argent, l'immobilier, les affaires du conjoint et les transformations de la maturité. Et c'est exactement pour ça que je voulais vous faire cette cartographie. Donc, le pense-bête. Quand vous arrivez devant une cinquième maison, dans un thème, ne vous dites pas « Ah, la maison de la créativité ». Posez-vous toujours des questions. Est-ce que je cherche à comprendre l'amour? La manière dont une personne l'accorde dans la vie, l'intègre dans sa vie, sa constance, sa fidélité, sa chance, ce qu'elle aime, ses aptitudes, son génie, etc. Voilà, c'est ça que la posture que vous devez avoir dans un thème de naissance. Vous avez besoin de savoir quelles questions vous vous posez, quelle maison peut y répondre et comment construire votre déduction. Et c'est d'ailleurs tout ce que j'aborde
pendant 5 heures dans la masterclass de l'intuition à la déduction, qui est bien sûr découpée. Voilà. Bon, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'était long. J'espère que vous avez compris quelque chose. C'était que le problème, finalement, ce n'était pas d'avoir une liste de significations, qui ne sont pas toujours fausses d'ailleurs. C'est de ne pas savoir pourquoi elles sont là, comment elles s'articulent et jusqu'où, finalement, on peut réellement les pousser. Parce qu'en astrologie, la vraie compétence ne consiste pas à connaître beaucoup de mots. Ça consiste à savoir déduire, à savoir poser la bonne question, à savoir distinguer deux phénomènes qui se ressemblent et à savoir finalement revenir à une fonction plutôt qu'à une métaphore. Et surtout, à savoir vous dire que vous ne savez pas. Et en fait, et c'est très bien. Plutôt que d'inventer des explications simplement parce qu'elles sonnent bien. Et c'est exactement ce que nous allons travailler dans la masterclass Percer l'amour. Parce qu'après avoir passé autant de temps à mettre de l'ordre dans la 5e maison, la distinction entre amour, liaison, union, vie conjugale, il y a une question qui devient incontournable, c'est finalement comment est-ce qu'on étudie réellement l'amour dans un thème. Et ça, vous pouvez l'avoir de manière personnalisée dans cette masterclass. Sinon, vous pouvez aussi participer aux ateliers de Gislou pour apprendre à pratiquer et pas juste comprendre en fait, parce que c'est la pratique qui fait l'astrologue. Voilà. Là, on pousse beaucoup plus loin que les vidéos générales et que les lives qu'on peut faire par-ci, par-là. Et vous allez apprendre comment l'utiliser, etc., à chercher les significateurs, à hiérarchiser, à vous tromper et à recommencer. Parce que c'est tout en art. Parce que, et aussi savoir repérer les mauvaises déductions. Ça aussi, c'est important. Et enfin, vous avez les consultations quand finalement vous avez des questions personnelles et que vous voulez comprendre votre propre trajectoire sans avoir besoin de travailler. Quand vous voulez que c'est moi qui le fasse pour vous. Donc voilà. Vous voulez comprendre votre propre situation. Vous avez aussi les liens qui sont dans la description pour chacune. Voilà, vous avez la lecture à 360, vous avez la lecture thématique, vous avez amour clair pour les synastries amoureuses, etc. Voilà. Donc pour terminer, j'aimerais finir par des questions. C'est à chaque fois qu'on vous dira quelque chose, pourquoi, demandez-vous. D'où vient cette signification? Qu'est-ce qui permet de le déduire? Qu'est-ce qui permet de le distinguer? Et dans quel cas, finalement, elle pourrait être fausse? Parce que c'est à partir de là, à partir du moment où vous commencez à poser ces questions, que vous cessez vraiment de réciter l'astrologie et que vous commencez à comprendre l'astrologie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez vraiment aller plus loin sur ce sujet, celui qui concerne l'amour, vous avez percé l'amour. Celui qui concerne l'argent, vous avez percé l'argent. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans un prochain long épisode sur les maisons astrologiques ou autres sur Astro By Gis. À très vite.